Super. Bonjour à toutes et à tous. Petite règle de séance, si ça vous convient, c'est de se mettre en mute. Vous connaissez, je pense, la règle. Deuxième point, donc je pense, Christine, tu me confirmes qu'on voit bien l'écran, qu'il n'y a pas de souci technique là-dessus? Oui, 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 c'est bon. D'accord, c'est Ouais. parfait, super. Bon, ravi de vous accueillir pour ce webinaire en partenariat SCP Alumni et Reventis sur un sujet qui et d'actualité. C'est la notion de stratégie gagnante sur 2021. Juste pour information, deux autres éléments techniques. Le premier, c'est que donc, le webinaire est enregistré. Et le deuxième point, c'est que pour toutes les parties, la partie questions-réponses, je vous invite à les noter et à faire en sorte qu'on puisse se garder un temps en fin de session pour pouvoir tout simplement interagir, en sachant que aujourd'hui on est en mode confidentiel, on n'est pas très nombreux, on est une petite dizaine, je crois. Voilà, donc ce qui va nous permettre d'avoir un format tout à fait intéressant en fin d'échange et de pouvoir interagir, ce qui est aussi l'objectif. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer, même si je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont encore absentes, de commencer avec le début et de manière très égoïste, je vais me présenter. Je suis Alexis Tillet, donc je suis fondateur du cabinet de conseil en management et stratégie qui s'appelle Reventis. Reventis, c'est un cabinet qui a été créé il y a 3 ans avec pour objectif de placer les notions de sens et d'engagement au cœur de la stratégie des entreprises. Sous deux angles. Le premier avec une approche très préventive, assez court-termiste, entre guillemets, qui vise à prévenir finalement les risques de départ des collaborateurs clés, de prévenir finalement les risques lors d'un recrutement d'un collaborateur clé et de valider finalement le degré d'engagement de ce candidat. Donc, on est vraiment sur des sujets d'engagement de collaborateurs clés au sein de l'entreprise pour éviter de tomber dans ce que l'on voit en particulier de manière accélérée depuis 1 an, qui s'appelle le turnover, c'est-à-dire la lassitude, le départ de collaborateurs auxquels on est attaché, qui apportent de la valeur à l'entreprise. Donc ça, c'est le premier angle d'approche de Reventis. Et le deuxième, quand on a travaillé sur, je dirais, les sujets les plus urgents, les plus brûlants, de co-construire avec les dirigeants, les équipes dirigeantes, finalement, les fondamentaux, c'est-à-dire le cadre stratégique, le cadre managérial, le cadre organisationnel qui va être à même de favoriser cette notion de sens et d'engagement. Donc, ça a vraiment une optique très claire et on va le voir avec cette présentation aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de se dire que finalement, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses que l'on pense faire bien, puis il y a aussi finalement ce qu'on appelle des croyances, des modèles mentaux, des habitudes, des réflexes, finalement qu'on fait de manière mécanique, que l'on pense avoir du sens, mais qui finalement n'apportent pas forcément cette notion de sens à l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est effectivement une remise en question de posture, de croyance, de douter un petit peu, c'est accepter de douter, donc avoir une approche un peu plus humble quant à sa fonction de dirigeant, même de manager ou d'indépendant. Et ça passe effectivement donc par des formats d'accompagnement, que ce soit par coaching, par session de conseil ou alors des formats tout simplement en formation traditionnelle. La cible des clients étant de toute typologie, de la TPE à la grande entreprise, principalement sur la région parisienne et le Grand Ouest. Voilà. Donc, fort de cette introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, en général, je suis un peu frustré avec ces webinaires parce que c'est les formats que je fais en général en face à face. Il y a beaucoup d'interactions. Donc là, vraiment, je me contrôle énormément et je suis censé vous poser des questions, interagir et savoir en quoi finalement cette photo, par exemple, résonne en vous. Qu'est-ce qu'elle finalement engage comme pensée, comme réflexion. Alors, ce n'est pas un piège parce qu'on voit tous, je pense, un phare en tout cas. Et pourquoi un phare? Parce qu'on est dans une période où finalement, il y a, quelle que soit notre position, que vous soyez dirigeant, que vous soyez indépendant, manager, cadre en règle générale, avec des responsabilités, finalement, on est en quête de repères dans un environnement qui est quelque peu incertain. Un besoin de lumière, un besoin de direction, dans une forme de pénombre actuelle, et finalement de s'en sortir avec cette notion d'incertitude. Alors, l'incertitude, c'est intéressant parce que finalement,
Surtout quand on est entrepreneur, mais quand on est dirigeant ou cadre dirigeant, on tend à oublier que l'incertitude, c'est le carburant du dirigeant. Ça doit être le carburant du dirigeant. Si un dirigeant a créé une structure, a repris une entreprise ou un poste finalement d'exécutif, c'est finalement, il doit se nourrir de l'incertitude pour pouvoir grandir et faire grandir son entreprise. Donc l'idée, c'est de se dire un peu comment on peut changer un peu de prisme et partir de l'incertitude ambiante pour en faire une opportunité et ouvrir le champ des possibles qui va nous amener à modifier notre organisation, à changer notre modèle économique, à changer de trajectoire professionnelle, tout simplement. Donc, quelle que soit notre situation actuelle, l'idée, c'est d'exploiter cette notion de l'incertitude. Le deuxième point, c'est un peu en lien avec l'introduction que j'évoquais tout à l'heure sur notre métier chez Reventi, c'est d'accepter l'effet miroir, c'est d'accepter un petit peu de sortir de ces certitudes, de cette solitude finalement du dirigeant, du manager, de l'encadrant, et de se dire finalement, au lieu de tomber dans une forme d'isolationnisme, voire de protectionnisme, comme on peut voir dans certains pays ou dans certaines entreprises, d'être un peu plus sur une logique finalement collective. On parle beaucoup, vous savez, d'intelligence collective, les mots qui sont très, très à la mode, mais finalement, de manière très tangible, on ne voit pas grand-chose sortir. Parce que ça questionne finalement son ego, ça questionne ses croyances. Et là, c'est un vrai sujet, finalement, qui va être déterminant dans notre capacité à trouver la bonne direction pour finalement rejoindre la côte et de voir ce phare. Et le troisième point, finalement, c'est de se dire comment, au-delà de ça, on peut regarder avec un prisme différent ce qui se passe depuis en particulier un an, c'est-à-dire se dire que finalement, c'est probablement qu'une accélération finalement d'un processus un peu sous-jacent qui fait que le turnover, qui fait que les différentes crises identitaires, les différentes manières finalement de manager, de diriger, hein, du taylorisme à l'entreprise un peu plus horizontale, finalement, on n'a pas réussi à trouver jusqu'à présent la bonne combinaison et il y a une érosion assez forte finalement de la confiance, de l'engagement, du sens. Et l'idée, c'est comment on peut remettre le sens et la confiance au cœur du projet d'entreprise. Donc, vous voyez, c'est un menu qui est quand même assez riche. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui fait écho en vous. On ne va pas répondre à tout, mais l'objectif, c'est une manière assez simple de vous donner quelques grilles de lecture et que vous ressortiez avec la possibilité de mettre en œuvre très rapidement quelques éléments. Alors, je vais utiliser pour ça une image. Je fais beaucoup d'analogies avec cette image-là. C'est celle que vous voyez là. C'est un iceberg. C'est un iceberg, vous savez, c'est à peu près 85% en dessous du niveau de l'eau et 15% au-dessus. C'est une image que je prends assez souvent pour illustrer finalement, en tant qu'une fois de plus, en tant qu'encadrant, que dirigeant, ce à quoi on est confronté. Et dans notre éducation, dans notre culture judéo-chrétienne, dans la manière dont on appréhende finalement nos fonctions, on est très souvent sans s'en rendre compte, sur cette partie émergée de l'iceberg. Donc, parce que la partie émergée, c'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'on a appris à l'école, c'est celle qu'on construit fort de notre expérience, mais très souvent, les déterminants à l'engagement, au sens, ils se trouvent sur cette partie immergée. Alors, on va parler de stratégie, on va parler, par exemple, de décision, on va parler de confiance, on va parler d'objectifs, on va parler de motivation. Et si on s'arrête à ça, on est souvent sur une partie émergée. Donc là, c'est des notions que vous connaissez qui habitent votre quotidien. Nous, on va aller se rendre compte que finalement, on va les gratter, on va voir que sous la stratégie, il y a les composantes fondamentales de la dite stratégie. Si on ne travaille pas sur ces composantes-là, votre stratégie, elle va s'effriter et finalement, elle sera extrêmement fragile. On va voir que derrière des problèmes de décision, des problèmes d'incompréhension, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou que ce soit avec vos parties prenantes, si vous êtes entrepreneur ou indépendant, on est tous en interaction avec des parties prenantes, et c'est souvent une question de cadre. Quand on parle de confiance, on galvaude un peu le terme confiance et pourtant dans le management, dans le leadership, la notion de confiance est absolument fondamentale. Et on va voir qu'il y a un vrai amalgame en point de départ qui biaise cette notion de confiance et qui, par ruissellement, affecte le reste de l'organisation. L'objectif, on parle beaucoup d'objectifs, on parle peu de processus. Les anglo-saxons sont un peu plus fins, un peu plus avancés là-dessus. Nous, on se sclérose beaucoup sur l'objectif, ça rassure. Mais par contre, là où on grandit le plus, on va le voir, ce n'est pas forcément en ayant des objectifs, mais c'est un peu plus sur le processus. Et puis la motivation, c'est bien de motiver, être engagé, c'est encore mieux. Donc, c'est des notions qui peuvent nous paraître simples, mais qui finalement peuvent être
à la base de ces 5 clés qui vont nous permettre de faire de 2021 et puis de 2022, allez, on s'emballe, une stratégie gagnante. Alors, je vous propose 5 clés pour faire en sorte qu'on puisse, dans nos environnements respectifs, rebondir sur cette année. Le premier point, je l'évoquais, c'est toujours mon petit iceberg que vous allez voir, c'est travailler sur l'alignement entre la raison d'être, entre la vision et la stratégie d'entreprise. Donc, comme je vous l'évoquais, finalement, très souvent, on s'arrête en dessous de la ligne de démarcation bleue. Au-dessus, pardon, excusez-moi. On est très sur la stratégie, qu'on soit seul ou qu'on soit dans une entreprise de 400 personnes, il y a moins un autre, il faut qu'on parle de stratégie. Ça peut paraître être un gros mot dans certaines structures, mais c'est la manière dont finalement on va structurer la trajectoire, la direction dans laquelle on va et les modalités de mise en œuvre. Cette partie-là, en vert, donc au-dessus de l'iceberg, on est relativement confortable avec. C'est de la méthodologie, c'est du process, c'est assez carré. Et finalement, la stratégie, quand on va établir, on va pouvoir caler son organisation, sa gouvernance en conséquence. Mais souvent, on oublie que cette stratégie, cette organisation, elle dépend de ce qu'il y a en dessous, finalement, sous l'iceberg. C'est-à-dire cette notion de sens, cette notion de vision, de mission, d'ambition, ce qui fait notre singularité, la marque de fabrique. Et tous ces éléments-là, si on ne les a pas travaillés préalablement, on est sur un risque potentiel que cette stratégie, elle s'effrite. Alors, je vous parle de stratégie tout simplement parce que il y a une étude d'un cabinet en stratégie qui a été faite il y a quelques années et qui met en exergue que près de 8 plans stratégiques sur 8 ne vont pas à leur terme. On a tous été je pense que certains ont été dans des structures qui ont fait des plans stratégiques à 3 ans ou 5 ans. C'est vrai que moi, pour ma part, j'en ai pas beaucoup vu aller à leur terme, ou beaucoup ont été révisés. Et pourtant, une autre étude internationale auprès de 400 dirigeants qui date de 2 ans met en exergue le fait que la stratégie est le premier défi pour les dirigeants d'entreprise devant l'innovation, devant l'instabilité géopolitique ou devant la quête de chiffre d'affaires. Donc, ce qui montre bien que c'est un vrai sujet et c'est encore plus un sujet fondamental à l'aube d'une nouvelle ère où finalement on cherche des marqueurs, des repères différents suite, entre autres, mais pas que, à cette crise-là. Donc, il y a des facteurs exogènes qui font que finalement on a du mal à trouver ce bon alignement et de travailler sur ces fondamentaux, mais aussi beaucoup de facteurs internes. Et très souvent, moi, les dirigeants me disent « je sais où je vais, c'est clair, ma vision, ma mission, tout ça, c'est absolument clair ». Oui, sauf que c'est clair pour toi, dans le meilleur des cas, mais quand on l'explicite, quand on passe de l'implicite à l'explicite, c'est déjà un peu plus difficile, c'est déjà un peu moins clair. Et si c'est un peu moins clair, pour un conseil externe, ça laisse probablement pour l'ensemble des collaborateurs. Donc finalement, il y a un vrai besoin pour le dirigeant de faire ce travail d'introspection, d'explicitation, de formalisation de ce que sont finalement ces piliers sur lesquels vont reposer l'organisation et la stratégie. C'est comme un immeuble, si on n'a pas des fondations qui sont saines et qui sont bien claires et partagées par tout le monde, c'est absolument risqué. D'où l'intérêt, vous l'aurez deviné, de travailler sur l'ensemble de ces fondations avec les collaborateurs. D'autant plus que, vous le savez bien, ce n'est pas le dirigeant qui pilote la stratégie, mais c'est les salariés. C'est les salariés qui font que la stratégie est une réalité dans l'entreprise et pas les sachants, entre guillemets, qui sont les dirigeants. Donc, je vous propose quelques actions très, très simples. La première, c'est de travailler sur ces 5 composantes fondamentales, donc, qui sont la mission, la vision, l'ambition, la marque de fabrique et les valeurs. Et surtout de faire ce travail-là avec l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous voulez que les collaborateurs y adhèrent et l'incarnent aussi, là on touche vraiment à la notion de culture d'entreprise ensuite, c'est absolument vital qu'il y ait un travail collégial qui soit fait à partir d'ateliers, par exemple, sur ces 5 dimensions-là. Ce sera d'autant plus simple pour ensuite, évidemment, par ricochet, favoriser l'engagement de vos collaborateurs. Valider l'alignement entre toutes ces composantes et la culture d'entreprise, c'est fondamental.
Très souvent, quand il n'y a pas justement ce travail méthodologique qui est fait, bah, il y a des dissonances entre, par exemple, le niveau d'ambition et la vision, entre la marque d'entreprise, enfin la marque de fabrique, les marques de fabrique et la stratégie. Donc, il faut faire très attention à faire en sorte que, évidemment, que la mission réponde bien à la vision, s'appuie bien sur l'ambition, s'appuie bien sur la marque de fabrique. Donc, tout ça doit être absolument bien aligné pour être bien cohérent et bien adapté à l'ensemble des collaborateurs. Et dernier point, vital de le faire avec un regard externe. C'est-à-dire que c'est important de vous appuyer sur un tiers externe qui va avoir un œil neuf, qui va un peu casser vos modèles mentaux, votre manière de vous représenter la réalité de l'entreprise, parce qu'on le sait tous, quand on est dans l'entreprise, on a un champ visuel qui se restreint de facto, parce que vous êtes dedans, vous n'êtes pas à l'extérieur, donc vous manquez de recul et de prise de hauteur. D'où l'intérêt de pouvoir être accompagné sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point. Donc on est vraiment sur le haut de la pyramide, sur la notion de stratégie. Et puis le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la notion de cadre. La notion de cadre. Vous savez, très souvent dans l'entreprise ou en tant qu'indépendant ou entrepreneur avec les parties prenantes, on se dit finalement qu'il y a un vrai problème de décision. On n'arrive pas à décider, la décision est longue, les processus sont très longs, on a du mal à gagner en agilité. Alors on fait appel à plein de consultants externes qui ont plein de méthodes qui sont absolument géniales et qui vont nous permettre de gagner a priori en agilité. Mais je pense que très souvent, on mise à côté. Parce que très souvent, vous savez, c'est la faute de « il fallait, je pensais, il n'y a qu'à Faucon », etc. Bah, finalement, on ne se rend pas compte que on trouve l'excuse ailleurs, chez l'individu, chez les collaborateurs, chez les managers, c'est la faute du process. Mais souvent, on omet le fait que ça peut être aussi souvent la responsabilité de celui qui a initié le projet, de celui qui a pensé le projet, de la manière avec laquelle il a même pensé le projet. Parce que quand on pense à un projet d'entreprise, de transformation digitale, d'implémentation d'un ERP ou autre, très souvent, on a nos modèles mentaux qui sont contaminés par l'antériorité de ce qu'on a vécu dans l'entreprise, de nos représentations de l'entreprise, finalement. Finalement, on perd en recul, comme je l'évoquais tout à l'heure, et au-delà de ça, on est très sclérosé sur le process, mais on oublie les règles du jeu. On oublie le cadre, finalement. Et il y a beaucoup d'implicites qui s'installent parce qu'on est dans la maison depuis longtemps, donc on se connaît, il n'y a pas besoin de se parler, on se devine dans l'équipe. Et finalement, à tomber dans la facilité, finalement, l'implicite prend le dessus sur l'explicite et on se retrouve dans des schémas de mauvaise exécution qui engendrent des coûts directs, des coûts indirects, des frustrations, des tensions, etc. etc. C'est pour ça que, attention, derrière les problèmes de décision, et moi j'en vois beaucoup depuis en particulier le Covid, où il y a beaucoup de renvois de balles, il y a le télétravail qui complexifie la communication, donc on fait des raccourcis sur les responsabilités, sur les culpabilités, sur les frustrations, alors que très souvent, les règles du jeu, c'est comme un match de foot, s'il n'y a pas les règles du jeu qui sont claires dès le départ, vous allez avoir finalement des excès, des dérives, et c'est ça qu'il faut travailler. Donc la première chose, c'est de travailler, c'est de communiquer sur le cap et le sens que vous allez donner à ce cadre à l'ensemble de vos équipes ou à vos parties prenantes si vous êtes indépendant ou manager. Mais c'est vraiment le point de départ, c'est comme mon iceberg de tout à l'heure avec la stratégie, c'est qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi un projet de transfo digital? Pourquoi un re-engineering? Pourquoi telle ou telle réorganisation interne? Quel est le sens? Quel est le cap? Et deuxième point, de codéfinir le cadre de fonctionnement, les règles du jeu. Toujours pareil, il faut que ça vienne en co-construction avec vos équipes, sinon ils ne vont pas y adhérer. Sinon, ce ne sera pas leur idée et ce sentiment d'appartenance, vous ne le verrez pas. Et du coup, l'engagement non plus. Donc, expliciter les règles, c'est très simple, ça peut être sur une page Word, c'est juste, voilà, quel est le cadre de jeu, quelles sont les règles principales du jeu qu'on se fixe, que ce soit sur les aspects métiers, comportementaux, communication, managériaux ou autres. Valider la compréhension et l'adhésion de tous, ça veut dire reboucler. Et ça, on le fait peu en tant que leader, en tant que manager. On ne reboucle pas. On part du principe qu'on l'a dit, du coup, on se connaît, du coup, c'est bon, c'est dans la poche. Revalider. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que en quoi il y a des obstacles? Quels sont les obstacles? Quelles sont les objections? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tu y adhères complètement? Donc, ça veut dire lever les frustrations latentes. Ça veut dire comprendre aussi un petit peu le schéma identitaire de chacun. C'est pas parce que je vous dis, moi, que je suis d'accord, que je suis dans le fond d'accord. Il faut aussi être capable de lire entre les lignes dans certaines situations pour s'assurer
que finalement la personne ne dise pas « je suis d'accord pour faire plaisir » et que ça mette en péril le projet. Garantir une exemplarité, une exigence dans l'exécution, je vois trop de dirigeants, et surtout en accélération depuis le début de cette crise, qui effectivement rebattent beaucoup de cartes, redistribuent beaucoup de cartes, remettent en place les cadres, mais oublient que ce cadre s'applique à eux-mêmes. Comme je le dis très souvent en accompagnement, en quoi fais-tu partie du problème et de la solution? Dès qu'il y a un problème, tu en fais partie. Et tu fais partie de la solution aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi être exemplaire soi-même. C'est-à-dire sur les indicateurs, les points d'évaluation. Juste avant d'intervenir ce midi, j'étais avec un dirigeant qui m'expliquait que ses entretiens annuels n'étaient toujours pas faits parce qu'il trouvait que ce n'était pas adapté avec le contexte et qu'il valait mieux attendre d'être en face à face. Certes, mais je pense qu'on a encore plus besoin d'interaction qu'avant dans des situations aussi critiques. Donc, s'exonérer d'un entretien annuel qui est un moment phare, c'est pour moi une faute managériale. Donc, attention à ça. C'est bien d'avoir des belles idées, de dessiner un beau cadre, mais il faut se l'appliquer à soi-même. J'espère que vous me suivez. Je continue avec, si vous êtes d'accord, avec le troisième point qui est aller le plus sensible. Celui que j'évoque, il y a une porosité qui est très forte avec votre vie en général. Là, on n'est même plus uniquement dans la sphère professionnelle, mais on est dans la sphère privée, la notion de confiance. La confiance aujourd'hui, c'est un mot qu'on voit de plus en plus dans les articles et qui ressort parce qu'effectivement, quand on est dans une situation très critique, très tendue, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de questionnements et d'incertitudes, la notion de confiance revient. C'est le propre de l'homme qui se bâtit à travers cette notion de confiance, on va le voir tout à l'heure. La notion de confiance, elle est vitale parce que finalement, on a un biais, ce qu'on appelle un des biais cognitifs qu'on a, un biais de certitude, de confirmation, c'est de faire confiance aux gens. Sauf que moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire confiance. C'est une erreur. Faire confiance, ça ne vaut rien. Alors, on le fait évidemment avec un bon état d'esprit, avec une bonne intention, donc ça, ce n'est pas critiquable. Mais on ne se rend pas compte que finalement, faire confiance, ça ne vaut rien. Il y a un côté un petit peu, je te fais confiance, tiens, je te fais confiance, et puis tu te débrouilles. Moi, j'ai accueilli une personne dans la société il y a quelques jours, et j'aurais pu lui dire, tiens, je te fais confiance, et voilà. Sauf que faire confiance sans être acteur de cette confiance-là, ça ne mène pas à grand-chose. Si j'apprends à faire du vélo à ma fille qui a 5 ans, et il y a 100 mètres à parcourir, et je lui dis, tiens, je te fais confiance dans le fait que tu vas atteindre 100 mètres, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Parce que je ne sais pas si elle va pouvoir faire les 100 mètres. J'en ai strictement aucune idée. Donc, si ça marche, coup de bol, elle se retourne et elle me prend dans les bras, elle me dit « Papa, super ». Si ça ne marche pas, ma crédibilité, elle s'effondre. Donc, c'est quelque chose qui est important et c'est vraiment un biais qu'on a en tant que manager, c'est à galvauder un petit peu cette terminologie de confiance et à ne pas être suffisamment contributeur de cette confiance-là. C'est-à-dire que déjà, la confiance, faire confiance, donc on est bien d'accord, entre guillemets, c'est avant tout accepter qu'elle soit inconditionnelle. Donc la confiance, je vous rappelle, ce n'est pas 99%, c'est 100%. Ce n'est pas je te fais confiance quand ça va bien et quand il y a une crise, je reprends le volant entre les mains, ce qui se passe assez souvent. C'est là où se joue vraiment la relation et l'engagement et ce socle qui va vous lier à vos collaborateurs. C'est votre capacité à faire le deuil d'une confiance partielle et surtout à être moteur d'une confiance inconditionnelle, quels que soient les environnements. Deuxième point, attracteur de la confiance, comme je vous l'évoquais, ce que je vais dire à ma fille, c'est pas « je te fais confiance », c'est « je crois en tes capacités et à tes atouts pour faire en sorte que tu puisses faire du vélo. Et non seulement j'y crois, mais je vais y contribuer. Je vais contribuer pour qu'il y ait vraiment un terreau qui soit favorable et faire en sorte que tu puisses, avec tes propres jambes, faire du vélo et avancer. Et bien évidemment, en valorisant bien plus finalement le processus qu'elle va engager, la manière dont elle va s'y prendre, plutôt que de scléroser ou faire en sorte qu'elle se sclérose sur l'objectif des 100 mètres. En entreprise, c'est pareil. En entreprise, on a un peu trop tendance à faire un raccourci en disant « je te fais confiance parce que tu as des bonnes capacités, tu as un bon CV et tu as une bonne expérience », mais finalement, en quoi on est acteur? Et ce que recherche l'individu, le salarié ou ma fille, c'est pour nourrir cette confiance et cette estime de soi, donc la reconnaissance finalement que je peux avoir de ma fille ou que vous pouvez avoir d'un collaborateur, c'est cette capacité que vous allez avoir à nourrir sa propre confiance en elle,
à en être acteur. Je ne vous demande pas d'agir à leur place et de vos collaborateurs. Je ne vais pas faire du vélo avec… Elle ne va pas faire, ma fille, du vélo avec mes jambes, elle va faire du vélo avec ses jambes, on est bien d'accord. Donc, c'est là où la notion d'autonomie est vraiment questionnée. C'est tu fais avec tes propres bras, tes propres jambes, et vos collaborateurs font avec leur propre tête et leurs propres bras. Et c'est comment vous allez faire en sorte qu'il y ait un terreau favorable, qu'il soit bien formé, qu'il soit dans un environnement stable, qu'il soit dans un environnement qui inspire finalement cette notion de confiance. Donc, vous voyez la différence entre la partie immergée de l'iceberg. Et ça, c'est un vrai questionnement que vous devez avoir en tant que dirigeant. Est-ce qu'avec l'ensemble de vos collaborateurs, vous leur faites confiance ou est-ce que vous êtes acteur de leur propre confiance? En action, ça commence par quoi? Par adopter un langage de vérité, surtout en ce moment. La confiance, c'est vraiment être clair. Vous avec vos collaborateurs, moi avec ma fille, c'est la même chose avec les dirigeants. C'est un langage de vérité sur ce que c'est que la confiance, de réalisme. On n'est pas là pour faire de l'angélisme non plus, et surtout en ce moment. On a une période qui est difficile, on a un creux dans le chiffre d'affaires. Moi, j'ai confiance dans le potentiel de l'entreprise et en tant que dirigeant, je vais en être acteur et je vais vous l'expliquer, le décliner de telle et telle manière. C'est ça un discours d'authenticité et de vérité. C'est ça qui est attendu par les collaborateurs. Donc, il y a aussi une nécessité de réenchanter le potentiel de l'entreprise. Donc, ce n'est pas de l'angélisme, mais c'est là où on vous attend en tant que leadership. C'est la différence entre leader et manager. Cette capacité à vraiment être sur la prospective, être sur la perspective et faire en sorte que finalement les collaborateurs révèlent leur potentiel à travers une nouvelle manière d'aborder cette notion de confiance. Donc ça passe par solder les points en attente qui, vous savez, qui tendent. Les principaux signaux de désengagement, vous le savez, ne se voient pas dans l'entreprise. Quand vous voyez un collaborateur qui est désengagé, c'est en général trop tard. Ces signaux faibles, vous ne les voyez pas. Vous pouvez les prévenir, mais vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont déjà ancrés dans le collaborateur et que vous allez les voir uniquement quand ce sera trop tard. Donc pour ça, n'attendez pas, dès qu'il y a des points de tension, télétravail, des non-dits, des peurs, des craintes, d'appréhension, soyez à livre ouvert avec eux pour finalement prévenir ces risques-là qui vont de facto, si vous ne le faites pas, altérer la confiance. Et puis valider la combinaison savoir, vouloir, pouvoir. C'est cette combinaison-là, vous savez, c'est ce triangle-là qu'on utilise à la fois autant en stratégie d'entreprise qu'en gouvernance ou qu'en management. De temps en temps, quand on voit une personne, moi j'ai eu le cas il y a peu de temps avec un client qui ne voulait pas licencier un collaborateur alors que dans le fond, il savait que finalement, il n'était pas à la hauteur. Et en fait, il me dit non, mais il sait, il a les connaissances et puis moi, je vais lui donner les moyens. Donc, il a le savoir et je vais lui donner le pouvoir. Sauf qu'il ne voyait pas par des biais cognitifs, entre autres un biais de confirmation, que finalement, il n'avait pas le vouloir. Et très souvent, le vouloir du collaborateur, on le met un peu sous le radar, sauf qu'il est absolument déterminant. Est-ce que fondamentalement, il veut se battre ou est-ce que c'est vous qui projetez un futur souhaité chez ce collaborateur-là? Donc, c'est important aussi pour cette notion de confiance de bien valider le fait que le collaborateur, il veut jouer le jeu de la confiance. Et ça implique aussi, une remise en question de votre part aussi, pour passer d'une logique d'obéissance à la co-responsabilité. C'est-à-dire, vous voyez le petit graphe en haut, c'est de passer d'une logique, autrement dit, un peu verticale, où vous êtes donneur d'ordre, où vous décrétez, où vous écrivez la vision, une logique de l'ordre et de l'obéissance, à finalement une logique de co-responsabilité. Comme j'évoquais tout à l'heure sur le sujet des piliers fondamentaux de la stratégie ou de la notion de cadre, s'il n'y a pas cette notion de co-construction, ça va être donc de co-responsabilité, ça va être compliqué. Le gros avantage de ce schéma-là, c'est qu'en étant à l'origine co-constructeur, ça vous permet d'être beaucoup plus exigeant ensuite et beaucoup plus crédible vis-à-vis des collaborateurs et d'exiger ce qu'on appelle des contreparties. Tu as co-construit, donc tu es aussi garant du succès, comme je le suis en tant que dirigeant. Vous voyez, la valeur n'est pas du tout la même que quand c'est vous qui décidez de tout et qui dites à vos collaborateurs d'exécuter. Quatrième pilier, toujours avec notre fameux iceberg, c'est l'objectif et le processus. Donc, c'est dans la continuité des précédents, finalement. C'est attention à ne pas être que sur l'objectif. Ça, c'est dans notre culture, on aime bien, ça nous rassure. Il faut faire 100 en objectif. Il faut pas faire, c'est pas 95, il faut faire 100. Oui, mais autant omettre que ce n'est pas l'atteinte de l'objectif, mais le processus qui est apprenant.
Ce qui fait qu'on apprend, ce n'est pas parce qu'on a atteint 100. Moi, le fait d'atteindre 100, ça ne m'apprendra pas grand-chose, à part le fait que dans l'absolu, je suis capable d'atteindre 100. Ce qui est intéressant, c'est le processus apprenant, c'est cette partie émergence, hein, c'est cette partie itérative qui va faire qu'on va construire, réfléchir, creuser, questionner, douter, remettre en question une manière de faire et qui va faire qu'on va avancer. Donc attention, et surtout dans ces périodes un peu tendues, un peu fragiles, à ne pas mettre les mêmes objectifs à vos équipes, à ne pas gérer le travail à distance avec les mêmes objectifs, mais être beaucoup plus sur le processus que l'objectif. Qu'est-ce que la personne a su apprendre malgré le fait qu'elle n'ait pas atteint 100 mais 95? Peut-être qu'elle atteint que 95, mais qu'elle a énormément grandi ou fait ou contribué à faire grandir les autres. Et d'autant plus que le processus, il favorise l'intelligence collective, hein, le sacro-saint et l'innovation, la capacité d'innovation, d'agilité qui est très chère à tous les dirigeants qui se rêvent en entreprise entreprenante, intraprenante. Oui, mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas juste en mettant un lab et en lançant un projet d'innovation ou intrapreneurial ou une boîte à idées qu'on va réussir à créer un tissu culturel qui favorise naturellement parlant l'intelligence collective. C'est en passant par ce processus, je dirais, cette acculturation au processus plutôt qu'à uniquement l'objectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'objectif, mais il faut savoir concilier les deux. Vous l'aurez bien compris. Donc, quelques actions possibles. C'est non exhaustif, évidemment. Dans les entretiens annuels, parce que c'est d'actualité, en tout cas pour ceux qui sont un peu en retard, c'est toujours le cas, ou dans la notion de feedback au quotidien. Voilà, faites attention à ça. Hein. Un entretien annuel aujourd'hui, sur 1h30 d'entretien, c'est au minimum 1 heure sur, finalement, les yeux dans les yeux, hein, sur le processus, sur la manière dont la personne se sent, dont la manière se projette, dont la personne se projette. Mais on n'est pas sur des éléments cartésiens. Hein. Parce que le cartésien, finalement, ne libère pas la parole et ne libère pas, je dirais, le potentiel de la personne. Passer une logique d'apprentissage, ça veut dire accepter l'échec. Alors, j'entends des dirigeants qui le disent, mais quand je vais voir un peu derrière les portes et que je rencontre leurs équipes, ça reste un vœu pieux. Hein. L'échec, c'est sur la forme, par exemple, ça implique de ne pas se braquer, c'est-à-dire de ne pas tirer un coup de fusil sur un collaborateur qui a échoué. Hein. C'est d'accepter de manière authentique cette notion d'échec, d'accord ? Et de se dire, derrière l'échec, c'est ça qui nous fait apprendre. Donc, quels sont les enseignements qu'on tire de cet échec-là? Parce que les enseignements vont nous faire grandir. Donc, c'est pour ça qu'on dit, alors de manière un peu raccourcie, qu'il faut échouer en entrepreneuriat pour réussir. C'est pas tant ça, c'est qu'il faut arriver à prendre le bon prisme de l'échec pour en grandir. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, cette notion d'apprentissage, elle peut se voir à travers l'échec, mais elle peut se voir à travers un non-échec, évidemment. Donc, ce n'est pas l'échec pour uniquement… l'échec n'est pas le seul moyen d'apprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, pour moi, essentiel à intégrer dans votre posture managériale ou en tant que leader. Et puis, le dernier point, je vous invite vivement, c'est une approche qui m'a vraiment ouvert les yeux, qui m'a transformé à titre professionnel et personnel. C'est une approche qui a été lancée, qui a été mise sur pied par une chercheuse américaine, Sarasvati, qui l'a écrite avec un prix Nobel d'économie, Herbert Simon, et qui a observé beaucoup d'entrepreneurs à succès aux États-Unis qui ont créé des boîtes, qui ont scalé très vite, qui nous ont vendu très cher et qui ont recommencé et qui ont réussi. Et elle s'est dit, c'est quoi leur grille-grille? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à grimper aussi vite et à avoir des succès? Et en fait, elle en a pris une quarantaine dans un cas d'étude. Elle leur a proposé justement un cas concret et elle les a écoutés, observés, et elle a observé qu'ils avaient 5 attitudes et comportements en commun qui faisaient qu'ils arrivaient à avoir ces succès-là. Et c'est donc une approche qui est très émergente, vous allez voir. J'espère que c'est un bon teasing. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Et ça valorise énormément le potentiel humain, ça valorise énormément les collaborateurs, c'est applicable dans l'entreprise ou dans une franchise ou en tant qu'indépendant ou en tant que dirigeant. Même dans la vie privée, ça me permet de reprendre confiance en soi et d'arrêter de chercher des excuses et des prétextes au fait qu'on ne puisse pas créer, quel que soit le contexte.
Donc ça, c'est le processus. Donc on avance et on avance vers le cinquième, qui est l'engagement. L'engagement, alors, l'engagement, je parlais de motivation et d'engagement. On n'est pas sur la même chose, hein. Je peux être motivé, mais pas engagé. Je peux être engagé, mais pas motivé. J'adore mon boulot de comptable, quelle que soit l'entreprise dans laquelle je suis, j'adore mon boulot. Donc, je peux être dans une entreprise qui est vraiment pas sympa, donc je ne suis pas engagé dans l'entreprise. Par contre, je suis très motivé dans mon job. À l'inverse, j'ai toujours rêvé de bosser chez L'Oréal et LVMH, quel que soit le boulot, quitte à faire de la photocopie. Donc, ce n'est pas motivant de faire de la photocopie, donc je ne suis pas motivé. Par contre, je suis très engagé dans le projet de L'Oréal. Vous voyez la différence. D'ailleurs, en général, quand on est en face à face, je vous pose la question, quelle est la différence ou quelle est l'image qui pour vous reflète le plus cette notion d'engagement et de motivation? Alors, je vais faire les questions-réponses, mais on illustre finalement l'image de gauche plutôt comme quelque chose qui est un aspect lié à la motivation et l'image de droite plutôt une illustration de ce que c'est que l'engagement finalement. Parce qu'on oublie effectivement qu'il y a une étude, alors l'autre, il y en a une qui date de l'année dernière et l'autre de 3 ans, qui date de 3 ans, mais qui met en perspective cette dichotomie finalement. 7 salariés sur 10 s'estiment engagés, s'estiment motivés, 9 sur 10 s'estiment désengagés. Donc ce qui montre bien qu'il peut y avoir une décorrélation très forte entre la motivation et l'engagement. Et ça, c'est souvent un amalgame qu'on a en tant que dirigeant, qu'on appréhende mal et qui fait qu'on prend des décisions hâtives qui ne vont pas dans le bon sens. Quand vous mettez un Chief Happiness Officer, quand vous mettez le café gratuit, un baby-foot ou une conciergerie, ou quels que soient les artifices, que j'appelle des artifices, ça va contribuer à la motivation. Ça peut contribuer à la motivation. Comme le télétravail va contribuer à la motivation, mais c'est en rien un gage qui va renforcer l'engagement des collaborateurs. Je ne vais pas forcément être engagé dans le projet d'entreprise, dans ses valeurs, dans sa vision, parce qu'il y a un baby-foot à l'entrée, parce que finalement le café est gratuit. Le fait d'être en télétravail et qu'on accepte qu'il y ait du télétravail qui est un souhait de ma part, hein, si c'est le cas, ça va me permettre d'avoir un meilleur contrôle finalement sur mon équilibre vie privée professionnelle, donc ça va probablement renforcer ma motivation. Mais en quoi c'est un gage de garantie d'engagement dans le projet de l'entreprise? Donc, toutes ces questions-là, elles sont assez fondamentales et très souvent, on prend des décisions avec du bon sens, avec une bonne intention, mais sans s'en rendre compte. Et regardez sur tous les exemples que je vous ai donnés, il y en a plein d'autres, de donner une prime comme ça, une prime à un collaborateur parce qu'il a bien travaillé. Ben, quand vous donnez une prime, est-ce que ça favorise, ça renforce son engagement et sa motivation et ou son engagement? Parce que sinon, c'est un puissant fond, la motivation. Et ça coûte très cher à l'entreprise. Motiver les collaborateurs, c'est souvent un palliatif pour combler des défaillances ou une défaillance managériale. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on n'arrive pas à aller chercher le sens qui finalement fait que le collaborateur a envie de se lever le matin et a envie de donner un coup de collier ou d'être présent quand il y a une défaillance dans l'entreprise et qu'il faut revenir le samedi matin ou travailler tard le soir. Parce que finalement, la motivation, vous savez, c'est la pyramide de Maslow. Elle est très centrée sur l'individu et l'engagement est plutôt centré sur le collectif. La motivation, ça répond à des besoins intrinsèques, des besoins physiologiques, de sécurité, des besoins d'estime. Donc ça, c'est quelque chose qui est très centré sur moi en tant qu'individu. C'est ce qui va me faire avancer pour moi, finalement. Alors que l'engagement, c'est le lien entre le salarié et ses actes. Donc finalement, l'environnement, les facteurs exogènes vont être déterminants. La culture d'entreprise, mes collègues, la manière dont finalement mon dirigeant, mon manager s'adresse à moi, la trajectoire d'évolution que je vais avoir dans l'entreprise. Donc on touche à des éléments qui sont beaucoup plus sensibles finalement et la dimension sociale est beaucoup plus prégnante. Donc finalement, l'engagement, ça dépend vraiment du niveau d'adéquation entre mes propres valeurs, le sens que je mets à mon métier et la vision de l'entreprise et donc du dirigeant. Donc finalement, ce qui est important pour qu'il y ait cet engagement-là, il faut qu'il y ait vraiment une synchronisation entre mes valeurs, la vision que je me fais de mon projet personnel, professionnel et ce que propose l'entreprise. Et s'il n'y a pas une synchronisation entre les deux, un alignement entre les deux, comme on a vu sur le premier pilier sur la stratégie, il va y avoir un moment ou un autre où un manque, une frustration. Et dès qu'il va y avoir un accro, comme le Covid, avec un temps de réflexion qui est très fort chez les collaborateurs, qui sont isolés, donc qui ont beaucoup de temps pour penser, et quand on pense seul, en général, on voit plutôt le verre à moitié vide par rapport à ce qu'on vit plutôt que le verre à moitié plein.
Et surtout quand il y a des enjeux sanitaires très forts, donc qui touchent vraiment sur des éléments fondamentaux de la pyramide de Maslow, vous pouvez être sûr que le collaborateur il va plutôt avoir tendance à se désengager. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut vraiment questionner et prendre en compte l'environnement. Il y a des sociologues, il y a deux sociologues qui ont porté ce sujet de l'engagement maintenant depuis près de 40 années. Il y en a un qui est Kissler dans les années 70 et un autre qui est un peu plus connu, qui est Robert Vincent Joule dans les années 80, et qui ont prouvé, je dirais scientifiquement et à travers des études très très riches, finalement, ce lien entre l'individu et son environnement. Tout simplement parce que finalement, si on résume, seul on peut se motiver. Moi, je peux me motiver tout seul. Sur une île déserte, je peux me motiver. Par contre, sur une île déserte, être engagé dans un projet qui est collectif, c'est un peu plus compliqué. Si je suis seul sur mon île, ça va être un peu plus compliqué. Donc, tous les aspects de reconnaissance, d'estime de soi, qui dépendent finalement des autres, du regard que me projettent les autres, je ne peux pas y avoir accès. Donc, finalement, la notion d'engagement, elle n'existe pas. Donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte cette notion d'engagement, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on se dépasse, ce n'est pas la motivation, contrairement à ce qu'on dit, c'est finalement cette notion d'engagement. C'est cette capacité à se projeter dans une dimension sociale. On dit que l'homme est un animal social. C'est une vraie réalité, entre guillemets, en entreprise. On va avoir cette nécessité de pouvoir s'inscrire dans un projet qui est collectif et avoir ce sentiment d'appartenance, de contribuer à un projet, à une cause, à une vision. D'où les aspects que j'évoquais tout à l'heure à plusieurs reprises de co-construction, me sentir acteur. Ce que je peux vous proposer en action, c'est bien évidemment d'identifier les signaux faibles. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Attention au désengagement aujourd'hui qui est extrêmement présent. Ce n'est pas parce que vous avez bien calé les 2 jours par semaine avec votre collaborateur ou collaboratrice en distanciel et elle a pu choisir les jours, le rythme qui allait être le sien. Attention, parce que ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle va renforcer son engagement. Peut-être que c'est le début du désengagement. Loin des yeux, loin du cœur. Ce qui fait le poumon d'une entreprise, c'est la culture entreprise. C'est ce qui lie en fait les valeurs et les croyances de chacun. Si ça, vous ne le travaillez pas, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, ça vous coûtera très cher en temps et en argent. Donc attention à bien vous scléroser avant tout sur ce qui fait que votre entreprise sera pérenne. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre stratégie, ce n'est pas les locaux, ce n'est pas le business model, c'est avant tout la culture d'entreprise. Pour qu'il y ait engagement, l'action confiée doit être visible, explicite, répétitive. Répétitive, oui, il y a une faute. Irrévocable, impactante plutôt et libre. Ça, c'est les résultats des travaux de nos chers amis sociologues. Quand vous confiez un projet qui est une des initiatives pour favoriser l'engagement, le sentiment que je contribue à bâtir l'entreprise en tant que salarié, il ne faut pas le faire juste pour faire plaisir et pour que ce soit un écran de fumée. Il faut vraiment que ce soit un projet profond qui permettent aux collaborateurs de gagner en visibilité, qui soit très explicite, très clair, qui s'inscrive dans le temps, qui soit irrévocable, qui ait un impact et qui le fasse évidemment librement et pas de manière contrainte par son manager ou par son dirigeant. Donc tout ça, c'est des remises en cause peut-être partielles ou totales de la manière dont vous appréhendez ces sujets-là, de votre posture aussi en tant que dirigeant. Troisième point, valider que chaque action ou décision évidemment renforce ces 5 piliers de l'engagement. Quelles que soient les décisions, et surtout aujourd'hui, le temps que vous allouez pour innover, les primes, le télétravail, tous ces sujets-là qu'on évoquait, mais ils doivent nourrir ces 5 piliers que vous voyez à l'écran. Ça, c'est des choses qui doivent être sur notre table de chevet le soir. C'est ça que l'on doit voir finalement pour bien appréhender la notion d'engagement. Est-ce que tout ce que je fais pour mes équipes nourrit partiellement ou totalement ces 5 piliers-là? Ce besoin de confiance, donc le besoin fondamental, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'appartenance. Là, c'est la dimension sociale de tout à l'heure. Travail d'équipe, la notion d'utilité. Est-ce que ce que je fais a un impact? Le mot impact de tout à l'heure. Et surtout, est-ce que ça me permet de me projeter? Est-ce que la tâche que je fais, elle m'inscrit dans une projection, dans une trajectoire? Ce n'est pas le tout d'être bien au moment T, au moment présent, mais vous devez être aussi à la fois dans le présent, dans le futur.
le présent pour que je puisse être bien et que je vois l'utilité dans le présent, mais que je puisse en tant que collaborateur me projeter. Et ça, c'est valable que je sois à l'accueil au standard, ou que je sois comptable au fond du couloir, ou que je sois un exécutif dans l'entreprise. Un petit bonus pour vous, parce que vous doutez que je n'allais pas vous quitter sans parler de vous quand même, en tant que dirigeant, et vous avez bien compris que de manière sous-jacente, je parlais de vous et du questionnement qui pourrait être le vôtre pour être acteur finalement de ces clés de succès pour 2021, c'est votre posture. C'est votre posture, et trop souvent, et dans des grandes, petites, moyennes entreprises, et peu importe l'entreprise, hein, c'est même pas un sujet de taille d'entreprise ou de secteur ou de région, c'est une question de personne. Et trop souvent, on a des dirigeants qui restent dans leur tête des dirigeants opérationnels, des managers opérationnels. Alors que ce qui est important et ce que l'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il ait vraiment un leadership. La vraie différence, on pourrait faire un webinaire à part entière là-dessus, mais concrètement, c'est de pas être uniquement sur le présent, mais d'être sur la trajectoire, sur la prospective, hein, sur ce qui va tracer finalement une vision et qui va donner corps à l'entreprise et sens au projet collectif. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui où il y a eu beaucoup de biais sur ces derniers mois. Et bien évidemment, je ne juge aucun dirigeant parce que c'est un contexte exceptionnel et extraordinaire en même temps, où il y a eu beaucoup de postures réactives, à chaud, hein. On est tous sur le terrain, on est tous les mains dans le cambouis. Oui, mais ce qu'attendent de vos dirigeants, vos ouvriers en bout de chaîne, c'est pas que vous soyez les mains dans le cambouis. C'est que vous, justement, vous octroyez cette prise de hauteur, cette prise de recul pour tracer une nouvelle trajectoire, pour penser le modèle économique de demain, pour voir où sont les opportunités dans ce climat d'incertitude. Ça, ils vont peut-être pas vous l'exprimer avec des mots parce qu'ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est surtout ça qu'ils attendent. Et ce n'est pas que vous soyez toujours en opérationnel, en posture opérationnelle, à être absolument tout le temps débordé. Donc, c'est l'authenticité, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est ça aussi. Et l'authenticité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le langage de vérité. J'ai entendu trop, et surtout dans le premier confinement, des langages et des messages qui étaient presque infantilisants, qui étaient absolument angéliques. On est beau, on est fort, on va se relever. Non, c'est une situation qui est très difficile, qui est grave, mais on a tel et tel atout, et j'ai besoin de vous pour co-construire une nouvelle étape, une nouvelle page finalement. C'est en tant que dirigeant, c'est d'aller chercher dans l'inconfort. Je vous rappelle, ce que je vous dis, c'est une vraie conviction et je l'ai expérimenté. En plus, ça a été prouvé scientifiquement, c'est qu'on ne grandit pas en zone de confort. On tend à régresser. Je pense à un dirigeant que j'accompagne en ce moment et qui a une structure qui fonctionne très très bien, mais qui ne se rend pas compte qui fait le boulot d'autres personnes. Et il ne devrait pas faire ça. Il le fait par appétence. Et en tant que dirigeant, on a tous besoin de se rassurer. Et on pense que la légitimité, c'est d'être capable de connaître le détail du mode de fonctionnement d'un moteur d'avion. Non, c'est pas de répondre à ses appétences, c'est surtout de donner du sens à sa fonction, c'est d'aller en zone d'inconfort, c'est là où je ne suis pas à l'aise, d'aller me frotter aux environnements dans lesquels je ne suis pas à l'aise pour m'enrichir intellectuellement, pour pouvoir avoir une meilleure vue globale des enjeux de l'entreprise et de mon secteur d'activité. C'est ça qui est important. Donc, c'est d'aller vous nourrir à l'extérieur, dans des réseaux, dans des conférences, dans des lectures, dans des confrontations avec des pairs, PRS, pour finalement faire en sorte que vous puissiez vous faire grandir et contribuer à faire grandir les autres. Donc, finalement, c'est de muer de dirigeant opérationnel à leader. Donc, vous voyez, c'est de passer un petit peu avec vos collaborateurs, vous êtes en haut, et c'est de passer un peu d'un manager qui finalement considère en bleu son collaborateur comme presque, comme le dit Vincent Lénart, un levier de production, à finalement à être beaucoup plus dans l'interaction humaine, vous voyez, en orange, avec des collaborateurs qui sont sujets de croissance. Donc, ça porte à changer de prisme finalement et la manière dont on considère ses collaborateurs. C'est forcément des personnes qui produisent, mais ce sont des personnes aussi qui doivent et qui peuvent et qui demandent qu'à grandir. Et sans vous, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est là où il y a un changement de prisme à opérer. Et finalement, c'est de passer après de leader, de manager à leader porteur de sens finalement. L'objectif, c'est qu'au départ, vos collaborateurs, vous voyez l'étape 1 en bleu, ils suivent le manager, ils suivent le leader, hein, ils se mettent dans votre roue, hein, c'est comme vous qui êtes en tête
de TGV, dans la locomotive, vous avez un champ visuel à 180, eux ont un champ visuel qui se restreigne à la largeur de la locomotive. Ils ne voient pas le reste. Donc, ils vous suivent. Mais après, progressivement, l'étape 2, c'est eux, et c'est grâce à l'inspiration que vous allez donner à travers cette trajectoire-là, eux-mêmes, progressivement, vont se créer leur propre trajectoire, vont donner eux-mêmes, vont construire le sens qu'ils vont mettre à leur projet professionnel, individuellement et collectivement. Et c'est là où vous pourrez finalement avoir considérer que votre management, votre leadership est en quelque sorte abouti. C'est quand vous aurez contribué à faire en sorte que vos collaborateurs soient pleinement autonomes. Et l'autonomie, l'aboutissement de l'autonomie, c'est cette capacité qu'ont les collaborateurs à s'approprier la notion de vision et de sens. Il y a une dernière approche qui est intéressante, qui est l'empowerment, pour ceux qui connaissent, qui finalement met en exergue, c'est une approche qui est canadienne, comme beaucoup, qui a émergé il y a plus d'une quarantaine d'années, qui est utilisée dans pas mal de grands groupes et qui, finalement, méthodologiquement parlant, permet de faire en sorte que le leader, les managers développent le propre leadership de leurs collaborateurs. Donc là, c'est vraiment cette notion de porteur de sens. L'utilisant en accompagnement dans les entreprises, ça a beaucoup d'impact, c'est extrêmement vertueux, mais ça implique effectivement une vraie prise de conscience et l'humilité du manager et du dirigeant quant à cette approche. Donc pour finir, quelques actions que vous pouvez mettre en place en termes de communication, qui est un vrai sujet aujourd'hui, qui est un peu galvaudé. On ne communique pas forcément de manière très, très synchrone. On ne communique pas forcément avec les bons éléments de langage. C'est quelque chose qui est assez important de bien travailler. Le management, ça on l'a vu, les équilibres de vie, les temps de pause, la notion de gestion des émotions, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau dans la notion de leadership. La gestion des émotions, même en tant qu'indépendant, dans la notion de relation avec vos parties prenantes, c'est extrêmement important aussi à bien appréhender pour capter des signaux faibles. La notion de cohésion, aussi, quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans des phases un peu complexes où effectivement c'est important de retrouver des rites, des symboles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les composantes du tissu culturel, de la culture d'entreprise. Et à distance, ça se fait aussi. Ce ne sont pas les mêmes rites et les mêmes symboles, mais c'est important de les retrouver parce que l'individu, l'homme avec un grand H, se construit à travers des repères. Et ça fait partie de repères. Et puis vous, pour finir avec vous, le cadre de référence, vos propres règles du jeu, qu'est-ce que vous allez changer entre l'avant et l'après? Alors, pas l'avant et l'après au sens philosophique du terme, mais avec ce qui s'est passé, il y a forcément des apprentissages. Comment vous allez les digérer? Comment vous allez les formaliser? Et comment vous allez les décliner dans votre propre organisation, dans votre entreprise, dans votre relation avec votre gouvernance, vos associés, par exemple, ou votre codir, ou quelques parties prenantes que ce soit. Quel temps vous allez passer avec le salarié? Quel est le temps qualitatif que vous allez pouvoir mettre sur la table? Parce qu'aujourd'hui, c'est un pilier fondamental de toutes les dimensions qu'on a vues, que ce soit dans le process, que ce soit dans l'engagement, ce temps salarié, ce temps qualitatif. La prospective, on l'a évoqué tout à l'heure, prendre du temps à l'extérieur, et par ricochet, l'agenda. Moi, aujourd'hui, ce que je travaille le plus avec les dirigeants, ce qui prend le plus de temps, alors que ça pourrait paraître basique, c'est l'agenda. Et je ne les lâche pas là-dessus parce que l'agenda, on a toujours vocation à vouloir prouver en tant que dirigeant qu'on est partout, on est au centre du jeu, on est au centre des jeux. Sauf que non, par exemple, un dirigeant, ça doit prendre au minimum une demi-journée par mois au vert, à l'extérieur de l'entreprise pour se poser, prendre de la hauteur et du recul sur toutes ces dimensions de prospective. C'est se déconnecter de l'entreprise pour mieux se reconnecter. Donc ça, si ce n'est pas inscrit dans le marbre, si on ne le fait pas de manière rigoureuse et une fois de plus exemplaire, ça peut mettre en péril l'entreprise sur le long terme. Voilà, un petit schéma pour résumer un petit peu cette mue du dirigeant que j'ai emprunté à Vincent Lénart, donc, qui est une des personnes qui a, je dirais presque vulgairement, importé la notion de coaching, de développement personnel en France. C'est de passer un peu de cette notion de contrôle avec la personne objet de production que j'évoquais tout à l'heure à la personne sujet de croissance, où finalement on a une collection d'individus et puis progressivement on va muer vers un collectif et vers une dimension où les collaborateurs sont eux-mêmes porteurs du sens et co-construisent la vision. C'est pas l'entreprise aplatie que je mets en perspective, c'est pas l'entreprise libérée, c'est un schéma d'entreprise où finalement
il y a une considération, il y a un sens qui est donné à chacun et il y a la possibilité pour chacun de donner du sens à son projet individuel et collectif. Donc, en fait, c'est passer tout simplement de ce qu'on appelle le what au why avec une case intermédiaire qu'on oublie souvent, qui est le how. C'est comment vous allez être facilitateur. Et ça, c'est un vrai deuil pour un dirigeant d'être facilitateur et non pas acteur, sachant, donneur d'ordre, mais d'être à la disposition des collaborateurs pour valider le fameux terreau favorable, que ce soit vous avec vos collaborateurs ou moi avec ma fille qui veut faire du vélo, pour générer confiance, engagement et sens. Voilà. Dernier écran avec une petite synthèse donc, des 5 piliers. Je vous remercie de votre écoute. Je pense avoir dépassé un peu le temps, mais ce qui n'empêche que pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de timides. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais me lancer alors. Bonjour Alexis. Merci pour Bonjour, Louis. donc Louis Lucas. Voilà, je suis SCP 85. Petite question. J'ai apprécié la présentation très claire et l'approche. Bon, pour avoir été dirigeant dans des groupes avec des stratégies qui évoluent tous les 6 mois, j'ai eu l'impression souvent de naviguer à géométrie variable avec une inconstance dans les orientations stratégiques d'un groupe qui pesait quelques milliards. Donc, comment vous évoluez dans ces accompagnements que vous avez avec des dirigeants qui sont en effet dans des environnements très incertains, mais très volatiles, ambigus, instables parce que la direction aussi change et aussi évolue sur ces orientations. Alors, la question, elle est pleine de sens, mais à la fois très, très complexe. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. Moi, le point de départ dans les accompagnements, pour être très concret, questionne le dirigeant lui-même. Moi également, pour avoir été dans des structures anglo-saxonnes avec toute la complexité qu'il y a et des changements de projet à 3 ans, à 3 mois, etc., la vraie question centrale, c'est ça. C'est moi, en tant que dirigeant, comment je m'y inscris? Déjà, est-ce que je m'y inscris? Est-ce que je ne suis pas dupe et je sais que finalement les stratégies sont très volatiles et elles changent en fonction du cours de bourse, etc., etc. Et avec tous les excès que l'on connaît. Mais est-ce que moi je m'y inscris? Est-ce que j'y adhère? Est-ce que même si je ne trouve pas totalement du sens, j'y trouve un intérêt? Et à ce moment-là, s'il y a cette notion-là, qui veut dire qu'on est dupe, hein, je travaille avec une des 4 grandes firmes, qu'on appelle les firmes, et le dirigeant avec lequel je travaille me dit, voilà, moi je ne suis pas dupe, je sais que je ne pourrai rien changer, que la firme a sa stratégie, a ses valeurs, a sa manière de concevoir la relation collaborateur. Par contre, moi, sur mon périmètre régional, je veux marquer de mon empreinte et je veux insuffler. Même si sur une échelle de 10, je vais atteindre 2 ou 3, je veux insuffler. Et là, pour le coup, on a entamé un travail extrêmement structurant sur les piliers, etc. Mais parce que fondamentalement, il y a cette clarification de je sais que j'accepte le cadre global, par contre, j'ai la conviction que je peux et je veux et je dois apporter une pierre à l'édifice. Vous voyez, ça dépend où on met le curseur finalement. Oui, je suis d'accord avec cette approche. Maintenant, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que ça demande énormément d'énergie parce qu'il faut, je ne veux pas dire qu'il faut créer des contre-courants, mais il faut créer comment dirais-je, des leviers pour générer du sens au niveau de l'entité nationale et qui soit en cohérence avec la stratégie, les process, l'organisation qui vient qui est top-down finalement. Ouais. Donc, et en plus de ça, évidemment, il y a les priorités opérationnelles et la rentabilité qui est toujours en haut de la liste et qui reste le phare, le cap qui est défini par le groupe. Donc, il y a une notion aussi de
d'avoir les moyens, les possibilités, d'avoir les collaborateurs qui sont prêts à s'engager à faire Tout à fait. quelque chose de plus national. Et bon, j'ai développé plusieurs actions dans ce sens-là, mais c'est très difficile de créer du sens sur du sens, parce qu'il y a un sens qui est corporate et puis un sens national qu'il faut pouvoir intégrer dans ce sens beaucoup plus général sur lequel on n'a pas la main, quoi, finalement, Ouais, et qui est parfois très volatile. Tout à fait. Non, c'est une bonne remarque. Et si je tire sur la pelote de l'exemple que j'ai en tête et que j'évoquais, tout dépend du point numéro 2 que j'évoquais, le cadre. C'est-à-dire le cadre que vous fixez en tant que dirigeant et le caractère clairvoyant, authentique. Les collaborateurs ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils sont dans une firme, par exemple. Ils savent qu'ils sont dans une corporate qui fait qu'il n'y a pas de latitude sur tel ou tel axe. Par contre, de concert, il y a eu un travail qui a été fait, entre autres, donc, comme j'évoquais, sur le dirigeant lui-même, sur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'acceptation, d'accord, et de son propre cadre à lui, de, voilà, malgré le cadre corporate, quel cadre moi je veux créer, en quoi je veux impacter, agir. Hein. Et puis ensuite a été fait un travail sur le tissu culturel, d'accord. Il y a une culture d'entreprise au niveau corporate, mais il y a aussi une culture, il y a des rites, des symboles, des rituels, des circuits de décision au niveau régional, d'accord. On les explicite. On en est tous conscients. Quels sont ceux qui fonctionnent bien? Quels sont ceux sur lesquels on peut s'appuyer? Quels sont ceux sur lesquels on ne veut pas s'appuyer? Quels sont ceux qui doivent être corrigés? Et c'est là-dessus, finalement, que tout le travail d'identification d'éléments de sens et d'engagement va se construire. Et c'est pour ça, là, on n'avait pas le temps d'en parler, mais ça mériterait vraiment une session à part entière, mais la notion de tissu culturel en stratégie entreprise, c'est très souvent oublié, en fait. Alors que, vous le savez bien, 8 FUSAC sur 10 échouent pas pour des problèmes financiers, mais pour des problèmes de tissu culturel, finalement, de culture d'entreprise. Bah, c'est ce travail-là qu'on fait fondamentalement et qui permet de poser les bases, de rassurer, finalement, de sécuriser, finalement, les collaborateurs sur « Ok, je sais qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Par contre, là, on a explicité et j'ai contribué à faire évoluer les valeurs, les croyances, ce qui me fait vivre, hein, et ce qui me fait que je me représente la réalité de telle ou telle manière. » Je ne sais pas si je suis clair, c'est un caractère un peu intangible, mais c'est là-dessus que je pars pour pouvoir ensuite construire de manière un peu plus mécanique les éléments de la stratégie, en l'occurrence au niveau régional. Claire, merci. Merci Louis. Une autre question peut-être, avant de se quitter, parce qu'il est 13h33, pour respecter le timing. Tu as d'autres questions, interrogations, ou cas concrets, ou retour d'expérience? Ok. Bah, écoutez, si c'est le cas, je vous remercie de votre participation, de votre attention, de votre question. Et puis comme le disait Christine tout à l'heure, la visio sera disponible en ligne pour ceux et celles qui le souhaitent. Et ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez évidemment me recontacter. Vous avez mes coordonnées qui étaient affichées à l'écran et que je vais réafficher tout simplement. Christine, si tu veux prendre la main peut-être pour conclure. Oui, eh bien, merci beaucoup Alexis, et puis merci aux quelques participants qui se sont connectés, pardon. Et donc, oui, je vous enverrai l'enregistrement ainsi qu'un questionnaire d'évaluation à compléter, s'il vous plaît. Voilà.